Donc, je vous présente Maud Clavier, qui est présidente de CNXR et qui va vous parler notamment d'une expérience sur VRChat avec Jean-Michel Jarre et Notre-Dame. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de présenter rapidement un cas de production que nous avons fait avec la société Vroom, que je dirigeais et dans laquelle j'avais des parts. Cette société a été créée en 2018, je l'ai rejoint en 2020 et elle a cessé d'exister en avril dernier, mais nous avons fait de très belles choses. Donc pour ce cas d'étude-là, c'était un concert de Jean-Michel Jarre pendant le confinement qui faisait la transition du Nouvel An entre 2020 et 2021. La production a duré 3 mois, le budget a été de 200 000 euros. Je donne des pistes concrètes. et c'était dans la plateforme VRChat. Et du coup, l'idée, c'était que Jean-Michel Jarre, lui, performait dans un studio, au studio Gabriel à Paris. Il était seul, avec seulement des écrans qui lui montraient le public le jour J. Il avait du vidéo mapping sur lui et une équipe de réalisation pour venir filmer des images de lui pour la retransmission à la télé. Et moi, j'ai fait toute la réalisation virtuelle, entre autres, en plus de la chefferie de projet. Donc, placer des caméras dans le monde immersif et faire un broadcast en fait, qui a été vu 75 millions de fois, ce qui est énorme. On a fait du multiformat, donc il y avait un accès par VRChat, et VRChat, c'est à la fois par des casques de réalité virtuelle, des ordinateurs et des smartphones. À l'époque, il n'y avait pas le smartphone encore, mais aujourd'hui, il y a. Et la télévision pour du broadcast et aussi une capture 360 dans la réalité virtuelle qui a eu beaucoup de succès en Chine. Voilà. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'on a d'abord modélisé la cathédrale de Notre-Dame, qui elle-même était un monument de patrimoine inaccessible. Et Jean-Michel Jarre a eu l'accord de toutes les personnes en charge côté Église catholique. C'est quand même un peu particulier de faire un concert de DJ techno dans une cathédrale, mais ça a été réalisé avec l'accord de tout le monde. Ça a été financé par la mairie de Paris, parce que c'était l'événement officiel du Nouvel An à ce moment-là, vu qu'il n'y avait pas d'événement physique. Et c'est pour ça que ça a eu beaucoup de succès télévisé. Dans le monde virtuel, on a dû d'abord créer donc, l'environnement, le lieu de la cathédrale basé sur les plans, mais évidemment avec une fidélité graphique beaucoup moindre, parce que les plateformes en ligne ne permettent pas une fidélité graphique extrêmement élevée. Il faut toujours jongler, optimiser énormément ces environnements 3D. Sur VRChat, par exemple, un monde virtuel peut faire 200 mégabytes, ce qui est très peu par rapport à des expériences de réalité virtuelle classiques qui font plusieurs gigaoctets. Et à côté de ça, il faut quand même avoir assez de place pour les avatars des gens qui viennent dans le monde virtuel, pour les interactions, etc. Donc d'une part, il y a le lieu. D'autre part, il y a Jean-Michel Jarre, où on a fait un choix d'avatar un peu abstrait. Voilà, il est orange et par contre lui il était vraiment capturé dans la vraie vie avec une combinaison de motion capture, on appelle ça, pour que ses mouvements soient retranscrits sur son avatar avec ses instruments. Le public qui venait, on a mis quelques interactions de gamification ou ludification en français plutôt, pour que le public puisse s'amuser à changer les couleurs du monde virtuel. Et en plus de ça, c'était la première fois qu'on a créé dans VRChat ce qu'on appelle une timeline, donc sur un spectacle qui faisait 1 heure. Pour chaque morceau de Jean-Michel Jarre, on mettait des éléments, des effets 3D spécifiques à chaque morceau. Il y avait à la fois du mapping, de la lumière créée par son scénographe de lumière habituel, ainsi que le mapping dans la cathédrale. Et en plus de ça, un autre artiste 3D qui faisait des effets 3D qui se lançaient de la scène jusque dans le public. Et dans le public, parce que la cathédrale elle est très très grande et que dans un monde virtuel on peut être une 50aine de personnes maximum, donc ça paraît très très vide, on a mis donc des faux joueurs, ce qu'on appelle des NPC, des personnes qui étaient plutôt sous forme d'ombre pour créer une foule, mais pas avoir un effet trop réaliste ou trop dessiné, parce que ça peut faire peur d'être à côté de joueurs zombies qui n'ont pas d'existence et qui sont trop ressembleurs aux joueurs. Donc c'était voilà, pour créer l'effet de foule. Et donc il y a eu toute une collaboration, un besoin de créer un workflow commun. Et ce projet a eu pas mal de succès. Et ce que je voudrais en dire par rapport au musée, c'est que les lieux de patrimoine peuvent être événementialisés et peuvent avoir un intérêt aussi ponctuel. Et il peut y avoir des collaborations cross-artistiques entre des artistiques de performance live,
des musées, des lieux de patrimoine qui peuvent être fructueux, comme on l'a vu avant avec Marie, par exemple, des fois d'avoir des représentations trop littérales ou pas assez vivantes. Là, justement, d'amener des nouveaux artistes, ça peut permettre l'aspect un peu plus vivant. Voilà pour moi. Merci. Est-ce que justement, quelle est ton expérience? Est-ce que ça a pu, le fait qu'il y avait une collaboration entre donc un artiste qui a son propre univers artistique en dehors du métavers et le fait d'avoir un lieu comme Notre-Dame, est-ce que ça a pu attirer justement aussi des publics qui étaient aussi intéressés par de voir Notre-Dame, mais aussi voilà, est-ce que ça avait un effet dans les deux sens, c'est-à-dire que l'artiste a attiré du monde, mais aussi peut-être les lieux et les circonstances? Ça a été effectivement un peu les deux choses, et je dirais même trois choses. Il y a le public de l'artiste, du coup, qu'on a dû aller chercher sur les plateformes de fanbase habituelles, faire le marketing pour les amener dans VRChat, parce que le public de Jean-Michel Jarre n'est pas de la Gen Z, je ne vous apprends rien. Donc on a dû quand même les transposer dans ces mondes immersifs. Ensuite, il y a effectivement des gens qui sont venus pour la cathédrale virtuelle, mais ça, c'est un public que je cerne moins. Je ne sais pas s'il y en a eu tant que ça. Enfin, j'ai pas de data, en tout cas, sur le public qui s'est dit « Oh, on veut voir Notre-Dame en immersif ». Et le troisième public est le public natif de VRChat, le public de gamers qui a envie absolument de sauter partout, de faire plein d'interactions. Enfin, s'ils font pas 3 choses à la minute, ils s'ennuient très très vite. Donc, c'est le public qu'on nourrit aussi dans nos expériences. Et eux aussi sont venus, ils ont été agréablement surpris. Ils ont posé des questions sur Jean-Michel Jarre, sur la cathédrale. Ah, mais c'est génial d'avoir ça dans VRChat. D'habitude, on a des chambres ou des zones comme ça, des espaces dans lesquels on zone. Et le public de VRChat est hyper friand d'avoir des expériences ludiques, mais qui se rattachent à de la culture, à des lieux, à des artistes, dans leur propre plateforme, là où on peut s'adapter à leur code et amener aussi trouver le juste milieu entre être très ludique et être tout de même focalisé sur l'artiste et sa création. Et est-ce que pour toi justement, parce qu'on parlait aussi des sujets un peu économiques, et voilà, pour vous ça a été très difficile, mais est-ce que tu penses que le fait d'événementialiser ce genre d'expérience, ça permet justement de créer un certain ticketing mensuel alors ça, j'en suis certaine. Alors côté monétisation, chaque plateforme fonctionne de sa propre manière. Et il y a très peu de plateformes qui font du ticketing. Et faire du ticketing en dehors des plateformes est illégal parce qu'il faut passer par les systèmes de paiement des casques de réalité virtuelle et des stores pour avoir le droit de faire du ticketing. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous, en tant que Vroom, on avait créé notre plateforme qui permettait de faire du ticketing. Malheureusement, elle n'a pas survécu, mais on essaie de trouver d'autres moyens aujourd'hui de faire du ticketing, par exemple en vendant des avatars sur d'autres plateformes que les gens peuvent avoir ensuite dans le monde virtuel en question, en vendant des émotes, des mouvements, etc. Donc la monétisation, en fait, c'est un sujet délicat. Là, pour le coup, Notre-Dame, c'était gratuit aussi, mais on a déjà fait de la monétisation, on va dire, dérivée. Et je pense qu'il y a complètement moyen de monétiser ce type d'expérience. Moi, il y a plein d'utilisateurs qui m'ont dit on est prêt à payer pour ça. Il n'y a pas de problème, on est prêt à payer 15 €, 20 €. On serait ravis de le faire. Et en plus, le fait d'événementialiser, en fait, le fait d'avoir un espace qui est tout le temps présent, les gens ne s'y rendent pas à un moment précis pour une raison précise. Et finalement, l'être humain est une espèce sociable et ils aiment bien se rencontrer entre plein de gens. Donc si on se dit, ah bah tel jour, il y a une œuvre en particulier ou un concert ou un événement, une conférence qui se passe, ça ramène du monde et ça permet du coup de vendre plus de tickets que si l'espace il est permanent sans être événementialisé. Ça, j'en suis sûre. Ok, merci. Et est-ce que pour toi justement, est-ce que c'est pas comment tu estimes aujourd'hui être à quel état on est, parce que là on parle beaucoup là on a parlé d'art qui est donc qui vient de l'extérieur, qui est mise dans le métavers, mais où nous sommes par rapport aux artistes existants sur des plateformes comme VRChat. Voilà, là, c'est le timer. Voilà, j'étais déjà en retard ce matin, alors pas continuer. Du coup, oui, comment tu estimes aujourd'hui on est par rapport aux artistes? Combien d'artistes tu estimes qu'il y a aujourd'hui qui sont vraiment des artistes qui créent des mondes? Alors, il y a souvent deux choses. Il y a soit des artistes qui créent des mondes, soit des artistes qui performent dans des mondes. Et par exemple, dans VRChat, il y a des collectifs d'artistes qui vont créer des mondes virtuels pour des DJ. Et ensuite, il va y avoir des DJ virtuels qui vont performer toutes les semaines.
Et en particulier dans la plateforme VRChat, il y a énormément d'artistes, et je dirais que même de constat général, les artistes électro sont les plus présents dans le virtuel. C'est comme dans la vraie vie, ils ont les sets où ils sont obligés d'être les plus spectaculaires pour rendre leur set intéressant. Du coup, ils utilisent les outils virtuels. Il y a pas mal d'artistes de hip-hop aussi qui s'emparent de ces plateformes. Mais les artistes plus classiques ou... par exemple, ceux qui jouent du live band, etc., c'est plus compliqué pour eux de s'approprier parce qu'il n'y a vraiment pas encore vraiment de tracking des instruments, etc. Mais j'ai pas de statistiques sur la question, mais moi-même, en tant que personne qui va énormément dans les diverses plateformes, en tout cas, il y en a de plus en plus de concerts, de DJ sets, d'événements, même d'événements dans des bâtiments patrimoniaux, donc c'est intéressant. Et puis voilà, toi-même, bravo aussi pour la réalisation de ce projet, parce qu'effectivement, ce qu'on entend, on en parlait encore la semaine dernière, on parle du réalisateur qui a finalement fait juste, qui a travaillé sur la retransmission à la télé. Mais toi qui a géré beaucoup plus de caméras dans le monde virtuel, voilà, c'est beaucoup plus dur. Merci Maud. On va passer à Lina qui travaille pour Albion Studios, qui est un des studios les plus importants pour la XR en France, et justement vous êtes amené à travailler sur Horizon avec Meta. Est-ce que tu veux déjà dire un peu qui vous êtes et qu'est-ce que tu fais? Donc je suis associée de producteur pour le studio Albion, et du coup on est spécialisé dans les expériences narratives et interactives en réalité virtuelle. Et du coup, en tant que studio spécialisé dans ces expériences-là, on s'est rapidement intéressé du coup au métavers pour plusieurs raisons. D'abord pour explorer des nouveaux formats narratifs. Qui sont avec des enjeux interactifs et immersifs qui sont propres à ces plateformes, pour des questions aussi d'innovation culturelle et technologique, et aussi pour l'aspect social du coup qui sont propres aux plateformes comme Horizon World. Du coup, nous depuis presque le début en fait, on travaille avec Horizon, avec Meta. Du coup, dans le cadre d'un travail de R&D. Donc c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à vous montrer aujourd'hui, puisque c'est vraiment on est vraiment au début. On a commencé à travailler dès le départ sur ces plateformes, donc avec des accès anticipés, et vraiment sur un travail de recherche et de développement avec du coup nos équipes qui sont constituées de développeurs, d'artistes 3D, de tech artistes, de game designers. Et voilà, qui sont spécialisés donc dans la création de jeux interactifs et immersifs. Du coup, il y a un vrai intérêt pour nous studios de se retrouver sur ces plateformes. Et du coup, je peux peut-être vous parler d'un exemple donc en 2022. On a eu donc ce que je disais, un accès anticipé sur la plateforme Horizon, et on a collaboré avec Arte sur la mise en place d'un concert virtuel dans Horizon, et c'était un premier pied pour nous, mais aussi pour Arte, pour explorer des possibilités techniques et créatives afin d'envisager des programmes des programmes et des événements sur ce type de plateforme, et plus tard avec une plus grande ampleur au niveau du public qu'on vise aussi. Aujourd'hui, on continue à s'interroger sur la narration que permettent ces espaces virtuels collectifs, puisque du coup, c'est vraiment l'enjeu aussi de ces plateformes-là, c'est que voilà, on s'adresse aujourd'hui, c'est des expériences, c'est des espaces qui sont accessibles via la VR, mais aussi le mobile et PC, et qui réunissent dans le but de réunir beaucoup plus d'utilisateurs, donc massivement beaucoup plus d'utilisateurs. Il faut savoir qu'Horizon, c'est une plateforme qui est en cours de développement, donc c'est encore une plateforme qui est très instable, et du coup Meta cherche à développer ses propres outils et à laisser aussi de côté les mondes qui sont pris en charge par Unity.
Et du coup, nous, c'est une opportunité pour nous de participer à la conception de ces outils. Donc, on est vraiment sur la partie plus technique. Et de partager avec Meta nos besoins et nos problématiques en tant que studio qui développe des expériences interactives pour les utilisateurs. Ça nous a permis, donc notre travail de recherche et de développement, ça nous a permis de mettre en évidence les principaux éléments qui sont nécessaires à la construction de world building. Et l'importance de tenir en compte de l'impact, la mise en place d'une méthodologie de conception de monde. On a pu aussi explorer différentes solutions d'onboarding qui s'adressent directement aux artistes et aux utilisateurs qui souhaitent créer sur ces plateformes et dans Horizon. Et également, du coup, on a pu se rendre compte de l'importance de l'impact du cross-screen. Donc, quand je parle de cross-screen, je parle des différents dispositifs par lesquels on accède à ces environnements, donc la VR, le mobile et les ordinateurs. C'est plutôt une bonne chose en termes d'inclusivité que ces plateformes s'ouvrent à d'autres dispositifs. Et parce que la VR, finalement, ça reste assez niche et assez coûteux. Donc, tout d'un coup, on a des utilisateurs qui vont se coexister dans ces environnements, qui viennent par le biais du mobile, de la VR et des ordinateurs. Mais du coup, dans un sens, ça complexifie aussi la façon dans laquelle on va interagir les uns avec les autres. Et justement, est-ce que tu as un exemple? Est-ce qu'il y a là, donc en gros, vous avez la possibilité maintenant où vous travaillez sur quelque chose qui permettrait de créer des expériences telles que vous les faites aujourd'hui, pour les stores. On pourrait les sortir aussi ou créer déjà pour une plateforme comme Horizon? Si je comprends bien... En tout cas, l'interactivité n'est pas forcément une narration complète, mais on pourrait créer un petit univers avec un artiste dans Horizon, avec des interactivités comme connaît oui. que vous... Aujourd'hui, on est vraiment... les outils sont en cours de développement et vraiment notre travail, nous, en tant que studio qui sont spécialisés dans ces outils-là, c'est d'aider à Meta et à développer les bons outils pour permettre justement à des artistes, à des auteurs, à des utilisateurs, puisque c'est aussi l'enjeu, c'est que finalement, n'importe qui débarque sur Horizon pourrait créer son propre monde et voilà avec donc nous on est vraiment on travaille avec Meta dans l'optique de pouvoir développer ces outils et leur faire part de nos problématiques en tant que studio qui ont l'habitude du coup de développer et créer des expériences immersives. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences justement par rapport par rapport au travail avec des artistes, la différence de travailler pour une expérience, un monde pour une plateforme versus une œuvre un peu plus audiovisuelle, narrative? Je dirais que pour le moment, c'est vrai qu'on donc sur Horizon, on a fait seulement du coup ce concert avec Arte qui était vraiment une première expérimentation. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore ramené des auteurs avec qui on a l'habitude de travailler sur des expériences VR. On est vraiment sur vraiment de la recherche et de développement. Donc c'est un peu compliqué d'en parler comme ça, mais surtout sur la partie technique en fait de ces plateformes-là, de ce qu'on peut y faire tout simplement, et des limitations techniques de performance, d'interaction, voilà. Okay.
Bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Gwendal, je suis conseiller en développement stratégique pour la SAT. Donc la SAT c'est un centre d'art basé à Montréal, au cœur de Montréal. Et en fait c'est un tiers-lieu, donc on a sous le même dôme, on a donc un dôme immersif, on a un restaurant, un café, un centre de formation, un campus. Et on a un laboratoire de recherche en immersion collective, donc on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est immersion et collective. Voilà. On a mis en place, en fait, donc comme j'expliquais, c'est ça, on a mis en place une plateforme web immersive pendant la pandémie. En fait, c'était un peu dans les cartons de la SAT depuis des années. On voulait avoir une continuité virtuelle de notre espace physique. Donc on a mis en place donc une plateforme web immersive qui est accessible directement en ligne, et on a vraiment basé ça sur des technologies open source libres, avec l'idée d'intégrer des partenaires du milieu culturel et également des artistes. Et dans ce contexte-là, on a travaillé avec de nombreux artistes et des institutions. Donc je vais vous présenter rapidement certains cas d'usage sur lesquels on a travaillé. Donc on a travaillé avec le musée Pointe-à-Gallière, en particulier sur un projet de transposition d'une expérience, donc une expérience muséale dans un monde web immersif. C'était un projet très enrichissant, où on est venu, et je pense que c'est ça qui était très intéressant, c'est qu'on a travaillé vraiment de manière transversale avec des muséologues, des muséographes. Il y avait vraiment une variété d'expertise qui était derrière ces projets-là. Alors il n'y a pas tous les projets, mais un deuxième point, c'est en particulier aussi sur les événements. Je pense que tu l'as abordé, je pense que c'est quelque chose de très important justement d'animer ces espaces qui parfois sont vides. et donc on a réalisé des événements, en particulier c'est ça le symposium iX, et enfin des résidences de création. Donc on a mis en place des résidences de création XR où on vient accompagner les artistes dans la création d'expériences web immersives. Donc on a en bas à droite donc une artiste, Cassandra, Angshiman, qui a fait l'œuvre Cassandra Rooms, donc qui est un univers où on peut se balader et découvrir donc tout un monde. Voilà. Je vais vous présenter, donc j'ai sélectionné quelques projets, je vais essayer de passer rapidement dessus. Il y a un projet que je voudrais vous présenter, c'est Présence de Antoine Saint-Maur. C'est un projet en fait qui est très intéressant parce qu'on approche l'idée de métaverse et de pont entre réel et virtuel. Donc il y a eu un travail avec une captation live d'une pièce de théâtre et qui était rediffusée directement dans le monde virtuel, où il y avait des spectateurs à distance qui pouvaient vivre une expérience qui était évidemment différente de celle qui était physique dans les murs de la SAT. Voilà. Dans la continuité d'expériences réelles et virtuelles, il y a un autre projet aussi qui a été porté qui s'appelle Scooterium par le collectif Red Spears. Ils ont approché vraiment en fait d'une manière différente, c'est qu'ils font de la lutherie numérique. Donc c'est 3 musiciens qui sont à travers le monde et ils ont vraiment envoyé les données générées par leurs instruments, ils les ont envoyées dans un espace et le son était généré directement dans l'espace virtuel. Ce qui nous a permis de faire en fait un concert live avec le son généré directement dans un espace, dans l'espace. Et donc cet espace-là, il y avait les avatars des musiciens qui étaient là et qui les représentaient. Encore un autre projet avec des artistes, avec Union de Nancy Lee et Karen Bumper, où il y a vraiment un univers dystopique et on peut parcourir cet univers-là. Et dernier projet, je lance tous les projets, je m'arrête après. C'est notre dernier projet qu'on a porté avec l'artiste Michel Lemieux. C'est un artiste reconnu vraiment, particulièrement au Québec,
Et donc on a travaillé avec Michel Lemieux et le réseau du centre donc du CSSDM, qui est le centre des écoles de Montréal. Et on a voulu en fait travailler l'idée d'intégrer des œuvres dans une galerie et de travailler avec des étudiants pour faire de la médiation. Donc on s'est entouré aussi de Art & So, qui est un centre de recherche spécialisé en médiation. Et on a vraiment fait de la médiation immersive dans le métaverse. Donc on a pu créer tout un univers et travailler collectivement aussi avec des ateliers de design thinking, avec les étudiants. Et donc on a fait découvrir un petit peu à la fois l'artiste, les processus créatifs, donc de plein de manières différentes. Donc voilà un peu rapidement. Merci. Merci Michel. Juste avant, tu parlais aussi par moment d'événements hybrides. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur comment ça fonctionne si vous faites un événement en ligne et vous pouvez aussi accueillir du public à la SAT? Oui. C'est une très très bonne question. Alors j'ai pas toutes les réponses, mais en fait on a beaucoup exploré et alors on a fait un des projets qu'on a mené que j'ai pas présenté là, c'est un événement dans le dôme de la SAT. Donc on a fait un événement, ça s'appelle les soirées Domesicle. Donc à la SAT on fait des soirées DJ qui finissent très très tard, si jamais vous voulez vous y aller un jour. Et donc on a voulu pendant cet événement-là transposer ce concert-là, cet événement-là en ligne. Et en fait, on a abordé ça d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on a fait un jeu ludique en ligne sur les arts numériques, et à la fois on pouvait écouter le concert, et il y avait quand même un pont entre les deux, c'est-à-dire que les avatars, on utilisait l'environnement 3D pour transposer et la position des avatars, et on les transposait dans le dôme. Donc en fait, les participants dans le dôme physique, dans le dôme physique à la SAT, voyaient des avatars autour d'eux. Et donc ça c'est une très bonne je trouve, approche qui est très intéressante. Voilà. En fait, voir ce qui se passe sur le métaverse comme une autre salle, une salle complémentaire, supplémentaire, et pas juste une reproduction ou quelque chose en plus à alimenter, mais créer une synergie en fait. C'est juste une extension du lieu, je pense. Et c'est un peu ça comme approche. Oui, totalement. Et je pense qu'il y a plein de cas d'usage qui sont encore à explorer justement sur ces avenues-là. Et il y a aussi justement sur tout ce qui est ludification, jeu et jeu collectif. Ouais. Ok, et on n'a plus de temps. Merci beaucoup.